moi en 2 heures, j'avais vraiment percuté que en fait, le virus déréglait un système physiologique. Les pathologies Covid, on peut les avoir, suite à une injection vaccinale. On fait des recherches duales pour obtenir, des microbes qui sont, plus ou moins, dangereux. Parce qu'il est possible de fabriquer, des mutants de virus, notamment du SARS-CoV-2. La pandémie qui a été déclenchée donc en décembre, 2019, à Wuhan, elle était préméditée. Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui de nouveau en compagnie du docteur Jean-Marc Sabatier. Donc Jean-Marc Sabatier qui est biologiste, docteur en microbiologie cellulaire, directeur de recherche au CNRS et qui, depuis, je crois 20 ans, se rend régulièrement à Wuhan, Oui. qui est donc Alors, une ville chinoise, dont vous avez entendu parler sans doute pour la première fois en 2020. Puisqu'elle est associée au Covid. Et c'est le sujet de notre entretien de ce jour, donc non pas tant Wuhan que le Covid, puisque vous avez non seulement assisté un petit peu en direct à la naissance, en tout cas à l'émergence de ce virus, mais vous avez fait mieux que cela. Vous avez même prédit et prévu euh, les, les symptômes, en tout cas le mécanisme d'enchaînement sur le corps humain que ce virus aurait. C'est bien ça? oui, oui, tout à fait. Alors en fait, ça fait pas 20 ans que je vais en Chine, Ouais. ça fait 20 ans que je connais les directeurs, du Ah, laboratoire de virologie de Wuhan et la première fois que j'y suis allé, c'était en 2012. Voilà, d'accord. j'y suis allé 10 fois en fait, Ouais. voilà. Et Et donc, ce sont les directeurs, notamment, qui sont associés au fameux laboratoire dont on pense que peut-être se serait échappé le virus. non, non, en fait, eux, ce sont les directeurs du laboratoire d'État de D'accord. virologie. Ok. Parce que sur le site de Wuhan, il y a 2 centres. Il y a le laboratoire d'État de virologie qui est à l'université Ouais. et puis il y a l'institut de virologie qui est un petit peu en dehors de la ville. Là où on parle de fuite de laboratoire. D'accord. Oui. Et donc vous y allez régulièrement parce que Oui, c'est un des endroits d'observation, mais aussi de manipulation des virus. oui. Voilà. Et alors vous, quand avez-vous entendu parler pour la première fois du SARS-CoV-2? Bah, comme tout le monde, hein, c'était en décembre, décembre 2019. Moi, en avril 2019, j'étais là-bas. J'étais au Ouais, labo de virologie de Wuhan. Et puis, on a commencé à en parler en décembre, hein, avec la crise justement sur le site de Wuhan. Et j'ai commencé à regarder le mode d'action du virus, moi, quand il y a eu le confinement, c'est-à-dire dès mars 2020. Et c'est là, en fait, que je me suis aperçu, en étudiant le virus, hein, puisqu'à l'époque, il était décrit qu'il était capable de reconnaître un récepteur qui s'appelait ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à m'intéresser à tout ce qui se passait autour de ces récepteurs. Et j'ai vu que le récepteur ECA2, qui est la cible de la protéine spike du virus, que ce récepteur, en fait, faisait partie d'un grand système physiologique, à la fois enzymatique et hormonal, qui s'appelle le système rénine-angiotensine, et qui est connu aussi sous le nom de système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc j'ai commencé à étudier ce système, et je me suis aperçu que quand ce système était dérégulé, c'est-à-dire quand il était suractivé, justement, par exemple, lorsqu'il y avait la fixation de la protéine spike sur le récepteur ECA2, mmh, le système pouvait être justement suractivé, qui s'accompagnait donc de la suractivation d'un récepteur qui s'appelle AT1R, et que ce récepteur était très délétère et était capable de provoquer des tas de pathologies, hein, ouais, puisque c'est un récepteur justement qui provoque une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, qui provoque une inflammation, hein, quand il est suractivé, qui peut provoquer donc une croissance des vaisseaux sanguins, qui peut provoquer un stress oxydant, qui peut provoquer donc des thromboses, une désaturation du sang en dioxygène, voilà, une déficience justement d'alimentation des tissus et des organes en dioxygène. Ça peut provoquer une fibrose d'organes, ça peut provoquer aussi une hypertrophie d'organes, et puis ça fait chuter le monoxyde d'azote, qui est une substance vasodilatatrice qui est très importante parce qu'elle est impliquée dans les phénomènes de mémorisation, les phénomènes cognitifs, aussi dans les phénomènes inflammatoires et immunitaires.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à étudier de plus près ce système que je connaissais absolument pas, hein, en mars 2020. Je ne savais pas ce que c'était Mhm. que le système rénin-angiotensine. Et donc, j'ai commencé à l'étudier. J'ai vu que c'était un système qui avait été étudié depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait énormément d'articles scientifiques qui concernaient de près ou de loin le système rénin-angiotensine. Souvent, c'était de loin. Il y avait à peu près 43 000 articles sur le sujet, hein. Et puis, à partir de 1991, il y a à peu près 10 000 articles qui ont été publiés sur le récepteur AT1R, qui est ce fameux récepteur délétère du système rénin-angiotensine. Et donc, en étudiant ce système, j'ai vu que lorsqu'il était dérégulé, il pouvait entraîner un certain nombre de pathologies. Et donc, j'ai regardé ces pathologies, ce qui m'a permis très tôt d'anticiper les pathologies Covid qu'on allait découvrir. Parce que moi, en 2 heures, j'avais vraiment percuté en fait, le virus déréglait un système physiologique qui est un système qui fait fonctionner le corps humain. Mhm. C'est le système maître du corps humain qu'on retrouve sur toutes les types cellulaires de l'organisme. Et donc, j'ai étudié les pathologies qui étaient liées à ce dérèglement du système rénin-angiotensine, que ce soit des pathologies neurodégénératives, que ce soit des pathologies cardiovasculaires, gastro-intestinales, de l'auto-immunité ou des cancers, hein. Ça m'a permis donc d'anticiper des pathologies et de les décrire. Donc j'ai publié en avril donc 2020 avec justement les collaborateurs, hein. Il y avait entre autres ma sœur et puis il y avait les 2 donc, directeurs du laboratoire de virologie de Wuhan. On a décrit ces pathologies très, très spécifiques, hein. On a parlé donc d'auto-immunité, on a parlé de cancer, on a parlé d'atteinte aux yeux, d'atteinte aux oreilles, déclenchement de diabète de type 2, qui est un Ouais. diabète sucré, hein, une intolérance au glucose. Donc, bon, généralement, les microbes ne font pas ça. Donc, c'était quand même très, très particulier. Les troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux. Enfin, bon, on a vraiment décrit des tas de pathologies. Et après, on a décrit donc tous les phénomènes qui étaient associés justement à ces pathologies. On a décrit, par exemple, le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, qui était associé donc aux pathologies Covid. On a décrit le SAM, le syndrome d'activation macrophagique, hein, qui est aussi associé donc, au dérèglement du système rénin-angiotensine. On a décrit le SIBO, la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Mhm. Le SIFO, la pullulation justement des champignons dans l'intestin grêle. On a décrit le LIBO, la pullulation des bactéries dans le côlon, hein, dans le gros intestin. On a décrit aussi l'IMO avec la pullulation des archées, justement méthanogènes dans les intestins. Enfin, on a décrit tout un tas de pathologies associées au dérèglement du SRA. Et actuellement, avec près de 5 ans de recul sur la Covid, avec les différents laboratoires qui ont travaillé dessus à travers le monde, on voit que toutes les pathologies qu'on a décrites à l'époque, on a anticipé, en fait, sont découvertes maintenant, hein. On voit que c'est lié justement. Donc, je reprends, vous me dites si je me trompe, ces pathologies peuvent être provoquées par l'action de la protéine spike Oui, sur un récepteur particulier oui, du corps humain, enfin oui, du système, qui lui régule le système oui, rénine-angiotensine. oui, c'est ça. Comme il s'agit de la protéine spike, est-ce qu'on peut s'attendre au même tableau clinique, précisément quand on s'injecte et qu'on fabrique de la protéine spike? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, le Covid, c'est pas que dû au virus, hein. C'est Ouais, pas que dû à une infection au virus SARS-CoV-2. ouais, Les pathologies Covid, on peut les avoir suite à une injection vaccinale. ouais, Alors, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'est absolument impossible d'avoir des pathologies Covid avec une injection vaccinale parce qu'il n'y a pas de virus. ouais. Mais en fait, c'est mal connaître le fonctionnement justement du système rénin-angiotensine. Parce que ce qui se passe, c'est que la protéine spike, qu'elle provienne du virus SARS-CoV-2 ou qu'elle provienne de l'ARN messager d'une injection vaccinale, hein, Ouais. avec la traduction de cet ARN messager en protéine spike légèrement modifiée, donc sur 2 résidus d'acides aminés, cette protéine spike, donc naturelle ou vaccinale, est capable de reconnaître
ce récepteur ESA2, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qu'on retrouve à la surface de toutes les cellules de notre organisme. Il faut savoir que ce récepteur ESA2, on le retrouve sur toutes les cellules nerveuses, neurones, oligodendrocytes, astrocytes, cellules microgliales. On le retrouve sur toutes les cellules du système immunitaire, monocytes, macrophages, cellules dendritiques, granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, mastocytes, cellules NK. On les retrouve sur les lymphocytes B, tous les lymphocytes B, CD4 positifs, CD8 cytotoxiques. On les retrouve vraiment partout sur les histiocytes, qui sont des macrophages qui ont migré dans les muqueuses. On les retrouve au niveau des cellules de Kupffer, qui sont les macrophages des sinusoïdes hépatiques. On les retrouve sur toutes les cellules épithéliales, endothéliales, y compris dans l'endothélium vasculaire. C'est-à-dire que nos vaisseaux sanguins sont tapissés de cellules qui ont à leur surface, et même à l'intérieur de la cellule, le récepteur ESA2. Parce que ce système rénine-angiotensine se retrouve à l'extérieur de la cellule, mais il se retrouve aussi à l'intérieur de la cellule. Donc, ce récepteur ECA2, sa fonction, c'est pas d'être reconnu par la protéine spike, c'est de dégrader l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Ou bien alors de dégrader l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la protéine spike se fixe sur le récepteur ECA2, elle gêne la dégradation de cette hormone. Cette hormone est donc en excès dans le sang, et comme elle est en excès, elle va suractiver son propre récepteur, qui est le récepteur AT1R. En fait, l'angiotensine 2, elle a deux sites récepteurs, AT1R, AT2R. AT1R est un récepteur délétère, AT2R est un récepteur bénéfique. Et lorsque il y a une forte concentration d'angiotensine 2 plasmatique, à ce moment-là, il va y avoir une suractivation du récepteur AT1R et il va y avoir des tas de pathologies Covid potentielles qu'on va pouvoir avoir justement du fait de la suractivation du récepteur AT1R. Alors, on parle beaucoup, on en a parlé d'ailleurs dès le départ, mais on recommence à en parler aujourd'hui, de la possibilité que le SARS-CoV-2 enfin en tout cas, ait été créé en laboratoire. Oui. Donc les États-Unis, enfin la Chambre des représentants aux États-Unis a publié un rapport il y a quelques mois, je crois que c'était en décembre dernier, jugeant très probable la fuite de laboratoire, enfin en tout cas la création en laboratoire. Même l'Académie de médecine, il y a quelques semaines, a admis qu'aujourd'hui il n'y avait aucun signe prouvant que le virus existait, le virus était issu de l'animal. Ce qui nous amène à une notion qui a beaucoup été débattue et qui a notamment été déniée par le professeur Raoult, qui est la notion de gain de fonction. Est-ce que vous pensez que le SARS-CoV-2 est issu d'une manipulation visant à obtenir un gain de fonction qui touche la protéine spike? Ah oui, à mon avis, c'est certain même. Personnellement, j'ai la certitude, effectivement, que le SARS-CoV-2 est issu d'un gain de fonction. Alors, le professeur Raoult dit que les gains de fonction n'existent pas. Moi, j'ai la preuve qu'il existe. J'en ai fait moi-même. Je connais... Alors, peut-être pouvez-vous rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'est exactement un gain de fonction? Un gain de fonction, ce sont des études de relations un peu structure-activité. On les fait, par exemple, sur des microbes. Ce sont des recherches duales. C'est-à-dire qu'on modifie un microbe, ou on fabrique un microbe mutant, parce qu'on peut fabriquer des microbes, en tout cas certains microbes, et on regarde en fait ce qui se passe sur ce microbe au niveau de sa virulence, de sa dangerosité, Et c'est souvent des militaires qui font ce type d'expérimentation, mais pas que. On fait des recherches duales pour obtenir des microbes qui sont plus ou moins dangereux. Quand c'est des militaires, généralement, c'est pour faire des microbes plus dangereux. Et là, il y a des preuves formelles que le virus SARS-CoV-2 est un virus issu des gains de fonction. Alors, il faut savoir qu'en 2014, il y avait donc Obama qui avait interdit les gains de fonction. Ça prouve bien déjà qu'ils existaient. Il y a même eu un papier du Lancet qui a été publié en 2015 qui décrivait pourquoi il était important d'avoir interdit les gains de fonction à cause de la dangerosité de ce type de manipulation. Après, lorsqu'il y a eu l'élection de Trump, en décembre 2017, Trump a rétabli les gains de fonction. Et 4 mois après, il y avait un financement d'un programme qui s'appelle Diffuse, qui est un programme qui avait été soumis à la DARPA
qui finance en fait des études souvent militaires, qui n'étaient pas en mesure de l'accepter. Et c'est un programme qui a été financé par le NIAID, dirigé par Fauci. Et le NIAID, c'est une des 27 agences du NIH, dont l'Institut de la santé américain. Donc ça, c'est une réalité. On connaît même le montant de ce financement, puisqu'il était à 18 millions Non, c'était 14,2 millions de dollars. Je crois que c'était 14,2 millions de dollars. Le financement du programme Diffuse. Et dans ce programme Diffuse, qui avait été soumis en 2018 et qui avait été refusé en 2018, justement parce qu'il y avait eu cette interdiction, dans ce programme, il était indiqué que les participants de ce programme devaient insérer un site furine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Alors, cette demande Diffuse, elle avait été faite par quelqu'un qui était le patron de EcoHealth Alliance, qui s'appelle Peter Daszak. Et ça impliquait deux scientifiques. Il y avait un scientifique qui s'appelle Ralph Baric, qui est professeur de virologie à l'Université de Caroline du Nord. Et l'autre scientifique, c'est Shizheng Li, qui est la sous-directrice du laboratoire P4 de l'Institut de virologie du Han. Et donc, quand on demande un financement à un organisme comme ça, on doit décrire les manipulations qu'on va faire. Et ils avaient décrit donc l'insertion d'un site furine dans une protéine spike, donc de coronavirus de chauve-souris. Alors, il faut savoir ce qu'est un site furine. Un site furine, ça va être une séquence de 4 acides aminés, de 4 résidus d'acides aminés, qu'on va retrouver au sein d'une protéine. Et cette séquence particulière va être reconnue par une enzyme qui s'appelle la furine. La furine, quand elle va reconnaître ce motif consensus de 4 résidus d'acides aminés, elle va venir et elle va cliver donc après les 2 résidus basiques. Et généralement, le motif consensus furine, c'est le suivant. Il y a un résidu d'arginine, il y a un acide aminé quelconque, il y a un résidu de lysine ou d'arginine, puis un résidu d'arginine. Donc ça se traduit par une séquence, un motif qui s'appelle RX, K ou R et R. Quand la furine voit donc ces 4 perles au sein d'un collier de perles qui constitue une protéine, à ce moment-là, elle va les couper après les 2 R, les 2 arginines, qui sont 2 acides aminés basiques. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont inséré un site furine donc dans la protéine spike du SARS-CoV-2, mais c'est un site furine qui est complètement atypique, mais qui est quand même reconnu par la furine. Ce site atypique, c'est P, donc une proline. Il y a R, R, A, R, c'est-à-dire une arginine, une alanine et une arginine. Or, ce site furine très particulier, il a été breveté 3 ans avant par Moderna, aux États-Unis. Voilà. Et ce site furine particulier ne se retrouve pas, à ma connaissance, dans aucun des microbes caractérisés à ce jour. Donc, vous avez quand même un site furine qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, qui est très particulier et qui a été breveté par Moderna 3 ans avant la pandémie. Donc, ça soulève des questions. D'autant plus qu'on sait qu'il y avait un programme de recherche qui a été financé par Fauci et le NIAID concernant l'introduction d'un site furine dans une protéine spike, justement, de coronavirus. Donc ça soulève quand même pas mal de questions. Et quand on regarde, quand on fait une analyse génétique du génome du SARS-CoV-2 et qu'on regarde le positionnement des sites restrictases dans le génome, on voit que ça correspond parfaitement à un virus qui aurait été reconstitué. Parce qu'il est possible de fabriquer des mutants de virus, notamment du SARS-CoV-2. Si vous voulez, je peux vous décrire comment on fait. Les Chinois l'ont décrit, pour le SARS-CoV-2, ils l'ont décrit. Ils ont pris des plasmides, ils ont pris 7 plasmides. 7 plasmides qui couvrent la totalité en fait, du génome du SARS-CoV-2, donc qu'on peut modifier. Donc ce sont des plasmides d'ADN. Ils font agir une rectifictase, ils ouvrent l'ADN circulaire, ils les assemblent à la queue leu-leu, donc ils refabriquent justement l'ADN. Ils refabriquent l'ADN correspondant au génome du SARS-CoV-2. À partir de là, ils font agir la polymérase T7 du bactériophage T7. Et donc, c'est un bactériophage qui a une activité ARN polymérase DNA dépendante. Donc, il va fabriquer le brin complémentaire justement de cet ADN qui, lui, va être de l'ARN.
hein. Et après, ils vont donc faire une électroporation, justement, de cellules. Et donc, une électroporation. Ils vont rajouter notamment un plasmide qui va coder pour justement pour une autre protéine, je crois, même pour un antibiotique. Et ils vont produire en fait un virus mutant, un virus SARS-CoV-2 mutant. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, qui est décrit dans la littérature, qui est détaillé. Qui a été fait. Et qui a été fait. Ouais. Qui a été fait parce que ce virus a été clairement trafiqué à cause des sites restrictases, par la présence déjà d'un site furine qui n'est pas n'importe où. Hein. Il est entre les segments S1 et S2. Donc déjà, statistiquement, de retrouver un site furine exactement entre les sites S1 et S2, déjà, c'est possible, mais statistiquement, la probabilité... Voilà, c'est extrêmement peu probable parce qu'il y a 1273 résidus d'acides aminés, ils se retrouvent pile entre les segments S1 et S2. Donc, on voit qu'il y a la main de l'homme qui l'aurait introduit à cet endroit-là. D'autant plus qu'il y a eu un professeur japonais qui a fait une autre analyse, par exemple, plus récente, des sous-variants du variant Omicron du SARS-CoV-2 et qui a analysé en fait tous les sous-variants qu'on retrouvait et qui a vu en fait qu'il y avait des mutations vraiment sur tout le génome en fait du variant Omicron. Et lui-même a dit à la télévision japonaise, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être viré de l'université de Kyoto, de dire que en fait ça pouvait pas être naturel, quoi, que tous ces variants, tous ces sous-variants d'Omicron, ils pouvaient pas être naturels parce que c'était trop, c'était comme à la parade, hein, c'est-à-dire que c'était fait de façon très systématique et que ça pouvait que être des études humaines, quoi, hein, parce que quand on fait des études de gain de fonction, c'est le genre de manipulation qu'on fait. Donc l'histoire des gains de fonction qui n'existent pas, ça c'est de la foutaise. D'une part, j'ai moi-même fait des gains de fonction. Je connais quelqu'un qui est parti aux États-Unis à Fort Detrick pour faire des gains de fonction. Alors, pour insérer. Ouais. Oui, alors ce qui a été fait, c'est l'insertion d'un gène qui code pour la toxine 2 du scorpion Androctonus australisector, qui est la toxine de scorpion la plus mortelle connue. Elle est plus puissante qu'une toxine de Naja, etc. Elle est très très puissante. Hein, pour vous donner une idée, avec 1 milligramme, on peut tuer 1 million de souris, ou à peu près 40 personnes. Donc c'est une toxine très puissante. Elle agit sur le site 3 du canal sodium, elle ralentit la phase d'inactivation, et donc elle maintient les cellules dans un état dépolarisé, donc elle est très très puissante. Et le gène donc codant pour cette toxine de scorpion mortel, hein, parce que l'Androctonus, ça veut dire tueur d'hommes, et c'est l'Androctonus australis hector, c'est le tueur d'hommes des terres australes. Ça a été inséré dans une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Ça veut dire que si vous êtes infecté par cette bactérie, vous allez produire la toxine 2 du scorpion Androctonus australis hector, et vous allez potentiellement mourir comme si vous avez été piqué par un scorpion tueur d'hommes. Voilà. Donc ça, c'est des études qui ont été faites déjà dans les années avant l'année 1990. Hein. Ouais. Donc ça date pas d'hier. Hein. La bactérie que vous citez, c'est la bactérie qui donne la gastroentérite. Oui, alors Escherichia coli, il y a des tas de bactéries, hein, Escherichia coli. Hein. Il y en a qui ne sont pas pathogènes, il y en a d'autres qui sont très pathogènes. Donc il y a vraiment toute une multitude de variants, hein, de cette bactérie. Hein. Et qu'est devenue cette expérimentation? Ah ben ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon. Ouais. Donc effectivement, le gain de fonction, c'est de la manipulation de laboratoire à des fins quasiment de guerre bactériologique, en fait. Ah oui, ce sont potentiellement des armes biologiques, hein, oui. Mais tout le monde les fait, hein, je veux dire, c'est quand même très très classique. Hein. Alors évidemment, c'est caché, hein, parce que ça sont des recherches... c'est classé secret défense, j'imagine. Mais alors vous, docteur Sabatier, vous pensez, et c'est assez révolutionnaire, que en fait, le SARS-CoV-2 n'est pas une fuite de laboratoire. Personnellement, non, je ne pense pas que ce soit une fuite de laboratoire, non. C'est ce que j'ai cru au début. Ouais. Et puis après, j'ai eu un certain nombre de données qui montrent que pour moi, c'est pas du tout une fuite de laboratoire. Il y a beaucoup de choses qui indiquent que ce n'est pas une fuite de laboratoire. Alors si ce n'est pas une fuite de laboratoire, qu'est-ce? Alors déjà, il y a eu le rétablissement en décembre 2017, donc des gains de fonction par Trump. Et donc il y a eu le financement dans un programme Diffuse, le financement justement d'une étude de gain de fonction
sur le SARS-CoV-2. Donc avec l'insertion d'un site fluorine et potentiellement aussi l'insertion d'un autre site dont on parle très peu, qui s'appelle un adhésiotope. C'est une séquence RGD, donc arginine, glycine, acide aspartique, qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, mais qu'on ne retrouve pas dans la protéine spike du SARS-CoV-1. Et en fait, en soi, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette région RGD, qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, on la retrouve sur des protéines de la matrice extracellulaire, sur certaines protéines de la matrice extracellulaire. Alors les protéines de la matrice extracellulaire, ça va être le collagène, ça va être la laminine, la vitronectine, la fibronectine, etc. C'est des protéines de soutien du tissu conjonctif. Donc on retrouve cette séquence RGD. Et ce qui se passe, c'est que sur les cellules, on a des intégrines membranaires, donc ce sont des récepteurs membranaires qui sont constitués d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta. Et il existe une multitude de sous-unités alpha et une multitude de sous-unités bêta. Et quand elles vont s'associer de façon spécifique, en fait, ça va donner la spécificité justement à cette intégrine membranaire. Et on sait que la protéine spike du SARS-CoV-2 est capable de reconnaître au moins 2 intégrines membranaires. Il y en a une qui s'appelle alpha-B bêta-3 et l'autre qui s'appelle alpha-5 bêta-1. Or, ce sont des protéines, ce sont justement des intégrines membranaires qui potentiellement peuvent être reconnues justement par le collagène quand il commence à être dégradé, parce que ce sont des sites cryptiques, c'est-à-dire qui sont cachés dans du collagène qui est bien structuré, mais qui apparaissent quand du collagène est dégradé. Et ce qui se passe, c'est que cette protéine spike, en se fixant sur cette intégrine membranaire, elle active une voie qui s'appelle caspase-3 et qui est responsable justement de l'apoptose, hein, c'est-à-dire de la mort cellulaire programmée. Donc on sait qu'en se fixant sur alpha-V bêta-3 et alpha-5 bêta-1, ça active donc la voie caspase-3 qui, elle, est activée soit par la voie caspase-8, soit par la voie caspase-9, et les deux activent la voie caspase-3 justement qui lance l'apoptose cellulaire. Donc en fait, c'est vraiment en rajoutant ce site-là, potentiellement, ça peut donner une affinité supplémentaire au virus SARS-CoV-2 pour des récepteurs cellulaires et donc accroître ses effets délétères, sa dangerosité. D'accord, mais alors du coup, comment ce virus s'est-il retrouvé à circuler dans la ville de Wuhan? Alors, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la pandémie qui a été déclenchée donc en décembre 2019 à Wuhan, elle était préméditée. Elle était préméditée parce qu'il y a beaucoup de données convergentes qui montrent qu'il y avait eu d'énormes commandes de flacons de la part donc, des fabricants des vaccins Comirnaty et Spikevax, donc de Pfizer, BioNTech et Moderna. Donc il y avait eu des très fortes commandes des mois auparavant, hein, Ouais. des commandes anormales. Donc ça sous-tend qu'il y avait une pandémie qu'ils étaient avertis d'une certaine pandémie. En plus, il y a eu les Jeux Olympiques militaires qui ont eu lieu donc, peu avant la pandémie, qui regroupaient, je crois, à peu près 10 000 militaires sur Wuhan, donc elle aurait pu être lancée là-bas. Les Américains, très tôt, ont fermé les frontières. Et Trump a tout de suite parlé du virus chinois, etc. Or, il ne pouvait pas ne pas savoir que ce programme de partenariat entre l'Université de Caroline du Nord et l'Institut de virologie en fait, de Wuhan, que c'était un partenariat qui était financé par les Américains, hein, puisque c'était le programme Diffuse qui était financé par Fauci, hein, par le NIAID. Donc on sait déjà que les Américains étaient complètement impliqués dedans. Et le fait justement qu'il y ait eu ce site fluorine breveté par Moderna, ça montre que bon, qu'ils sont impliqués depuis le début, quoi, que c'est quelque chose qui a été prévu de longue date. Donc je ne pense pas du tout que ce soit une fuite dans la mesure où ça avait été quand même prémédité à l'avance. Il y a énormément de données, même des gens internes donc, aux sociétés Big Pharma qui disent que bon, ils savaient qu'il allait y avoir une pandémie. Voilà. Il y avait eu un exercice, hein, l'exercice 201, là, qui avait été fait. Enfin, voilà. Disons que tout semble montrer que c'est pas qu'il n'est pas sorti par hasard en fait. C'est quoi l'exercice 201?
Or, c'était une répétition générale de la pandémie qui a eu lieu donc avant la pandémie de 2019, hein, qui avait été organisée. D'accord. Qui a eu lieu où? Ça avait été organisé un petit peu, je crois, aux États-Unis. Enfin, c'était un peu une répétition d'une pandémie hypothétique. D'accord. Voilà, mais qui ressemblait fort à la pandémie de Covid de 2019, quoi. Bon, on va s'arrêter là pour cette émission sur le Covid et on va s'attaquer en quelque sorte au nœud du problème dans la prochaine, c'est-à-dire le système rénine-angiotensine, Oui, aldostérone. Et puis, alors, si vous commencez un petit peu à vous sentir mal, à vous demander que faire, on va aussi aborder durant cette troisième émission des solutions en fait oui, pour maintenir en bon état ce système et donc par conséquent prévenir, voire peut-être améliorer des pathologies particulières. Donc merci docteur Sabatier merci Rodolphe. Oui, et à la prochaine émission. oui, merci. Merci aux auditeurs.